Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube parce que ces derniers temps je me concentre véritablement sur Twitch, donc je t'invite à me rejoindre, le lien est dans la description. Sinon c'est Antosama LV, hein, voilà, LV pour live en fait. Quoi, il y en a ils mettent TV alors que c'est pas de la TV, enfin bref. Donc aujourd'hui je vais te parler de mes lectures manga. Il y a des lectures que j'ai beaucoup aimées, d'autres que j'ai moins aimées, mais dans l'ensemble il n'y avait rien de nul. Et en même temps ça va me permettre de te montrer un petit peu ce que j'ai reçu au niveau des kits presse. Il y en a certains que j'ai eu le temps de lire, d'autres non, mais on va décortiquer tout ça. Je commence avec le tome 1 de la légende de Rao. Alors c'est dans la lignée de Hokuto no Ken, c'est aux éditions Crunchyroll et je vais pas te mentir parce que ça sert à rien de te mentir, c'est une très bonne lecture. Alors si tu n'es pas trop un adepte de la lecture, il y a l'anime qui est sorti. J'ai regardé 2-3 épisodes, bon, c'est pas une dinguerie, mais c'est pas mal. Et ça a l'air de bien suivre le manga. Mais que raconte l'histoire de la légende de Rao? Alors Rao, c'est le frère de Kenshiro, le protagoniste de Hokuto no Ken. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo dessus, je t'invite à la checker, soit ici, soit dans la description. Et en fait, si tu veux, Kenshiro est l'héritier officiel du Hokuto, alors que c'est Rao l'aîné. Mais Rao est extrêmement puissant, et ce qu'il veut, c'est gouverner le monde et établir une paix. Alors, sa paix à lui, hein, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'est son ambition. Et c'est vrai qu'il est extrêmement puissant. Nous avons Tetsuo Hara, Buranson et Yuko Osada. Et je dois te dire que l'arrivée de Yuko Osada au dessin, c'est quelque chose qui m'a un petit peu, voire même beaucoup chiffonné, parce qu'on est très loin du dessin qu'on peut avoir dans l'œuvre originale, c'est-à-dire Hokuto no Ken. Alors c'est pas quelque chose de laid, mais c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec Hokuto no Ken. Est-ce que c'est dérangeant? Oui, au début. Est-ce qu'on s'y fait? Moi oui, je m'y suis fait. On reste toujours dans la continuité de ce qui a fait le succès de Hokuto no Ken, c'est-à-dire les combats assez épiques, les combats violents. Et quand je te parle de violence, c'est pas juste des coups de poing, c'est quelque chose où, voilà, à un moment donné, il y a des gens qui se font... En fait, si tu veux, avec YouTube, comme tu sais plus si tu vas te faire démonétiser pour tel ou tel mot, donc maintenant, on est grave bridé. Rien à voir avec la forme de mes yeux, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que on va voir un petit peu le côté de Rao, alors que dans Hokuto no Ken, on voit que le côté de Ken, du coup, de Kenshiro. Là, on voit les véritables ambitions, on a un peu plus d'informations sur la personnalité de Rao, un personnage qui est assez emblématique dans l'univers de Ken. On comprend mieux ses ambitions, c'est pas forcément un Anta pour être un Anta, même si on l'a plus ou moins compris dans Hokuto no Ken. En tous les cas, si tu es un fan de la série, je pense que cette œuvre peut te plaire. En tout cas, moi, elle m'a plu. Je pense que le tome 2, je vais l'attendre avec impatience et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Encore une fois, l'anime, il m'a pas vraiment convaincu, mais bon, si jamais, si toi t'es un fan d'anime, libre à toi. Ensuite, aux éditions Pika, j'ai lu le tome 1 de Joker of Destiny. Alors, c'est quelque chose qui est assez particulier, assez intéressant. Très rapidement, on a affaire à un jeune garçon qui s'appelle Kiwa Ogata et qui est un étudiant. Et il s'est vite rendu compte que lorsqu'il formulait un souhait, lorsqu'il formulait un vœu, ou lorsqu'il désirait quelque chose véritablement du plus profond de son cœur, ou du plus profond de son âme, eh bien son souhait se voyait réalisé. Sauf que, et c'est là où c'est très intéressant, il y a une contrepartie à payer. Et la contrepartie, il ne sait pas ce que c'est. Dans le sens où, alors sans vraiment te spoiler parce que c'est pas le but, eh bien, à un moment donné, il va faire un souhait. Alors ça, il l'explique évidemment. Il fait un souhait et bim, il se fait voler son vélo. À un moment donné, il fait un autre souhait et je crois qu'il y a son grand-père qui décède. Mais genre, au bout de 24 ou 48 heures. Et ensuite, il a fait peut-être un ou deux autres tests et s'est rendu compte effectivement que à chaque fois qu'il fait un souhait et que son souhait se réalise, et en fait son souhait se réalise à chaque fois, eh bien il y a une contrepartie plus ou moins grande. Donc il est tiraillé entre est-ce que je continue à faire des souhaits pour obtenir ce que je veux, mais en échange il y a une contrepartie, alors encore une fois plus ou moins importante, mais ça ne le touche pas directement, c'est que tout ce qui gravite autour de lui, donc ça peut être intéressant, mais en vérité, la réussite, que ce soit sociale, ou amoureuse ou autre, va se faire aux dépens des autres. Ou est-ce que je continue de subir la vie telle qu'elle l'est, avec certaines réussites et certains échecs, et là au moins il n'y a pas de risque de perte de vélo, perte d'argent ou perte de proches. Donc je trouve que l'intrigue est assez intéressante. Bien évidemment on a une petite histoire de cœur, et c'est là où moi ça me pique un petit peu, parce que bon, il y a une petite histoire de manipulation, mais c'est pas une bonne manipulation, c'est une manipulation où tu te dis il fallait qu'ils mettent ça. Donc je te spoil pas, en tout cas j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir ce que ça donne. Peut-être que le tome 2 il va me décevoir, peut-être que je vais être encore plus conquis, à voir, mais le tome 1 il est vraiment pas mauvais. Si je devais mettre une note, même si j'aime pas mettre des notes, je mettrais un bon 14 sur 20. Et j'en ai pas parlé, mais en termes de dessin, on est sur quelque chose qui est à cheval entre le shoujo et non, en fait on est clairement sur du shoujo.
mais un petit shoujo plus. Alors oui, je dénigre un petit peu le dessin du shoujo, on voit là, parce que moi c'est pas quelque chose qui me... Je suis pas sensible au dessin du shoujo, voilà, c'est des traits assez fins, c'est très peu de détails, alors je fais une grosse généralité, hein. Mais voilà, on a plus l'impression d'avoir affaire à un dessin de shoujo qu'un seinen ou quoi. Mais clairement, c'est pas du tout dérangeant, on s'y fait, et puis moi je suis plutôt bon public, donc ça va quoi. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de One Piece épisode A, c'est du coup, entre guillemets, la personnification du roman, même si c'est pas le terme approprié, mais en tout cas, on a le roman de Ace, en dessin, dessiné par le grand Boichi. Ouais. Mais c'est incroyable le duo. Donc je ne l'ai pas lu. Si t'es un fan de One Piece, oublie, je pense pas que tu sois comme ça, mais vraiment si t'es dans l'optique de non, il y a que Oda qui peut dessiner One Piece, parce que le dessin de Oda, ok, tu peux dire qu'il est moche, mais il a du charisme, et il y a que son dessin qui peut donner de l'histoire à One Piece. Enfin, c'était n'importe quoi, parce que je dis n'importe quoi, parce que les gens disent n'importe quoi, je suis désolé. En vérité, il faut ouvrir un petit peu son esprit, arrêter de faire preuve de cette étroitesse qui te bloque le cerveau. Là, on a une combinaison, on a une fusion entre Boichi et Oda, un excellent dessinateur dans le réalisme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un excellent dessinateur, et une histoire vraiment incroyable, celle de Ace, et ça peut que être excellent. Donc je l'ai pas encore lu, mais je vais bientôt le lire et juste la jaquette elle est magnifique. Le grand, le seul et l'unique Tatsuki Fujimoto, Adieu Eri. C'est quelque chose qui, comme Look Back, non comment il s'appelait, je me rappelle même plus, il avait sorti un one shot que j'ai acheté, que j'avais dévoré. Pareil là c'est un one shot. Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, il nous a sorti Adieu Eri et vraiment pareil c'est une pépite. Mon sentiment par rapport à ça, alors encore une fois c'est une pépite mais je suis un peu mitigé par rapport à la fin que je vais pas te spoiler. Mais quand tu connais l'univers un petit peu, alors moi je suis pas un grand connaisseur de Fujimoto, mais quand tu connais un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il a fait, bah tu te dis qu'on est vraiment dans son, comment dirais-je, dans sa thématique. On est vraiment dans l'esprit Fujimoto. Et par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, bah c'est totalement cohérent, surtout en termes de one shot. Ce qui m'a intrigué au début, c'est que comme tu vas le voir, toutes les planches sont rectangulaires de cette façon-là. Mais vraiment toutes les planches, il n'y a rien. Et en fait, si tu veux, ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui doit filmer les derniers instants de sa maman qui est malade, je crois d'un cancer, en tout cas d'une maladie qui est incurable et qui va mourir. Et sa mère lui demande de le filmer. Donc il le fait, il montre ça à ses camarades de classe pour une sorte de projet d'études ou projet d'école, et les gens se moquent de lui parce que c'est plutôt mal filmé, hein, on va pas se mentir. Ceci dit, il y a une personne qui a vraiment aimé le film. Alors, aimer c'est un grand mot, hein. Elle lui dit, cette jeune fille, que oui il y a beaucoup de choses à modifier, beaucoup de choses à changer, mais je vais t'aider à refaire un deuxième film. Et du coup bah il ne se lâche plus et l'histoire est assez touchante, assez prenante. Bref, je t'en dis pas plus. Véritablement si t'es un fan de Fujimoto Tatsuki, t'es un fan de Chainsaw Man, de son univers, je te conseille véritablement de l'acheter parce que vraiment pour un one shot il fait vraiment le travail. Ça te met dans une sorte de huis clos, c'est... Oh, je t'en dis pas plus. Très bon manga. On enchaîne avec le tome 1 et le tome 2 de Le péché originel de Takopi. Alors c'est aux éditions Pika Shonen. Alors ça n'a rien d'un shonen, hein, je comprends pas, il n'y a absolument rien de shonen là-dedans, tu vois, mais bon, en fait cette lecture c'est une de mes lectures les plus mitigées de toute ma carrière de lecteur de manga. Pourquoi ? Parce que le message qui est véhiculé, il est très intéressant, mais comment c'est fait, ça me laisse assez dubitatif. En fait, si tu veux, il y a un petit extraterrestre qui ressemble à un petit poulpe qui débarque sur Terre et qui rencontre une petite fille qui est en primaire ou au début de lycée, genre 6ème, 5ème, il voit que cette fille, bien, elle a perdu le goût de vivre. Et en fait, ce petit extraterrestre, lui, son objectif, c'est de lui redonner le sourire et de répandre la joie. Parce qu'il vient de la planète Happy. Et que l'objectif des habitants de la planète Happy, eh ben, c'est de donner la joie aux autres peuples à travers divers gadgets. Et d'ailleurs, sur leur planète, c'est que la joie, la bonne humeur, le bonheur, ils connaissent pas le mal. Et du coup, tout au long de ces 2 tomes, il essaie de redonner la joie à cette jeune fille qui, finalement, bah, on se rend compte à travers son récit qu'elle a une vie véritablement pas ouf. Son père, il est parti, je crois, sa mère, c'est une call girl. Elle est toute seule, elle doit essayer de se nourrir toute seule. Et en plus, elle se fait
victimisé dans son école par une peste, hein. Mais vraiment c'est la peste originelle, et bien évidemment il y a des moutons qui suivent cette peste, donc des gens, elle n'est pas seule à lui faire la misère, ils sont tout un groupe à lui faire la misère à cette jeune fille. Alors comme ça en 2 tomes, c'est comme à Dueri, c'est difficile de pas trop te spoiler. Ceci dit, je peux te dire que moi ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'à un moment donné il y a un personnage qui doit mourir, mais le petit extraterrestre il a un glitch, c'est que à travers un certain objet et à travers une certaine trame scénaristique, il peut faire revenir cette petite fille à partir d'un certain point bien particulier. Et du coup, essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas. Bien évidemment, tu t'en doutes, et ça c'est vu gros comme une maison, il va pas y arriver. Il va faire plus ou moins que mourir à chaque fois. Désolé, je te spoil, mais je suis obligé de t'en parler, parce qu'en fait c'est ça qui m'a rendu ouf, c'est que je pense que le message véhiculé que oui, effectivement, l'être humain est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre qu'on ne le pense, même si en vérité c'est un être qui est entre deux, il est ni tout noir ni tout blanc, il est plus à travers le gris, mais que de temps en temps il bascule un peu plus dans la noirceur, ou il peut basculer un peu plus dans la lumière. C'est exactement ce genre de message que j'ai ressenti, et c'est un très bon message. Après ça dépend comment c'est amené, et là c'est plutôt bien amené, mais le fait que cet extraterrestre ait des glitches, comme des objets magiques, comme le fait de pouvoir remonter dans le temps, comme le fait de pouvoir se transformer en être humain et prendre l'apparence de n'importe qui, je trouve que ce côté SF, il n'avait rien à faire là-dedans, et qu'il aurait été plus intéressant de voir un autre personnage externe entrer dans l'histoire, un être humain, et essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de la jeune fille que l'on va suivre. Donc on a effectivement 2 protagonistes dans cette histoire. On a la petite fille qui se fait torturer, et on a sa tortionnaire. Et on se rend compte petit à petit que leur destin il est lié de par leurs parents. Du coup, dans leur vie privée, c'est la merde, et dans leur vie de tous les jours de petite fille, c'est pas ouf non plus. Ce sont des enfants qui sont blessés à l'intérieur. Et ça, c'est un sujet qui est très intéressant à aborder. Et justement, le fait que cet extraterrestre vienne et qu'ils ne connaissent pas la violence, alors encore une fois, je te spoil un petit peu, mais il va se manger une baffe. Il va dire, mais pourquoi est-ce que tu m'as touché avec autant de force? il sait pas c'est quoi se faire taper. Mais ça aurait pu être intéressant de voir ça avec un autre enfant qui vient d'une famille, mais justement où c'est la bourgeoisie, où le mec s'est jamais fait taper, il sait c'est quoi mais il a jamais été tapé, où il connaît pas la misère, que ce soit la misère au niveau de la faim ou au niveau de l'argent. Ça aurait été très intéressant de voir un autre être humain et pas un extraterrestre. Je peux comprendre ce que l'auteur a voulu nous faire passer comme message, mais je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil encore plus. Le problème c'est que ce manga a été vendu comme le manga qui a retourné le Japon en termes d'émotion. Ouais, voilà, je vais mettre un gros ouais parce que il y a de bonnes idées, mais encore une fois, l'extraterrestre pour moi, il gâche tout. Toujours aux éditions Pika, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Windbreaker. Alors oui, j'ai toujours un accent anglais éclaté, ça change pas. Windbreaker, ça... En fait, je vais te dire en français, Windbreaker, ça parle de quoi? Ça nous parle, en fait, c'est un furio, tout simplement. C'est des lycéens qui se foutent sur la gueule, tout simplement. Bon, en fait, ça va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a une bande de racailles, entre guillemets, attends, je vais poser les livres ici, qui essayent de redorer un petit peu le blason des racailles et qui décident de protéger leur ville. À l'entrée de leur ville, il y a un panneau où il est inscrit que quiconque, alors vraiment quiconque, peu importe t'es qui, t'es un ministre, t'es un politicien, t'es un policier, t'es qui tu veux, tu rentres dans la ville et tu fais n'importe quoi, tu crées du désordre, et bien tu vas te faire froisser par l'équipe des Windbreakers. Et les Windbreakers est composé de quelques dizaines de lycéens qui aiment se battre. Et du coup, la vision qu'on a au départ des lycéens racailles, entre guillemets, alors encore une fois c'est dans le monde du furio, eh bien est embellie, et maintenant ce sont les protecteurs, ce sont un petit peu les super-héros de la ville, et tout le monde les aime, tout le monde En fait eux ils aident aussi j'allais dire les villageois, mais les citoyens, ils aident les citoyens. C'est pas normal que je perde mes mots comme ça, je crois que je commence à devenir un peu trop vieux en fait pour les vidéos YouTube. En gros, si tu veux, ces lycéens là, et d'autres encore, ne sont plus vus comme des racailles mais comme des super-héros. Enfin super-héros, plutôt des héros, parce qu'ils n'ont pas de super-pouvoir. Évidemment, comme on est dans un furio, il y a donc une ville avec ses lycéens, juste à côté il y a une autre ville avec d'autres lycéens, et les deux aiment se battre, et à un moment donné on va rentrer dans une guerre interlycéen ou intercollégien. Il y a de l'histoire, il y a de la bagarre, le protagoniste qu'on va suivre, lui à la base, il est un petit peu envers et contre tout parce que avec son look un petit peu non conformiste, c'est-à-dire qu'il est rejeté de tout le monde, il est traité comme un voyou alors que c'est pas forcément un voyou, et du coup lui sa meilleure réponse c'est ok je suis un voyou, je vais faire le voyou, voilà tout simplement. Et en arrivant dans cette ville il se rend compte que
peu importe son look, s'il protège les citoyens, bah il sera vu comme un héros. Et il est choqué. Et il aime ça en fait. Il aime cette nouvelle façon dont on le voit. Du coup, il va vite s'intégrer dans l'équipe des Windbreakers et il va devoir combattre justement l'autre lycée. Alors, moi, le seul point entre guillemets négatif, parce que bon, en termes d'histoire, ça tient sur un bout de papier, hein, c'est pas un truc de ouf. Et là, en termes de combat, il manque quelque chose, c'est-à-dire que en 2 tomes, il n'y a pas assez de combats, clairement. Il y a des personnages intéressants, il y a des personnages charismatiques, on a bien sûr droit au cliché du mec qui fait partie de la bande et qui est vraiment très très faible, mais c'est un intello et il prend des notes afin de savoir qui est capable de quoi, que ce soit chez ses alliés ou chez ses ennemis, pardon, c'est difficile à dire, mais ça manque cruellement de baston. On est dans un furieux, on est sur 2 tomes et ça manque cruellement de baston et c'est clairement pour l'instant le seul point négatif que je peux lui reprocher plutôt. Surtout quand tu as déjà lu Raikei Blues, quand tu as déjà lu Tokyo Revengers ou regardé Tokyo Revengers et j'en passe et des meilleurs, tu te dis que Windbreaker, alors en France, ok ça peut marcher, mais après Tokyo Revengers, ça risque peut-être d'avoir un petit flop. J'attends juste de voir la suite, j'espère que je vais pas être déçu encore une fois. Donc voilà, c'était tout pour mes lectures manga, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, n'hésite pas également à me dire si tu en as déjà lu, si ça t'intéresse ou... Peu importe, tu peux raconter ta vie, tu peux même dire que tu me détestes, j'en ai strictement rien à foutre. Encore une fois, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, la chaîne elle augmente vraiment assez rapidement, on passe de très bons moments devant Naruto, et là je suis à Naruto Shippuden, ensuite on va enchaîner avec Boruto. Mets ton meilleur like, partage, et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!